Cette vidéo constitue le chapitre numéro 8 d'électromagnétisme et qui traite de l'approximation des régimes quasi-stationnaires et du phénomène d'induction. Alors, c'est essentiellement un chapitre de révision de PCSI, sauf pour le grand 1, qui est spécifique à la deuxième année, et le paragraphe 2.5, dans lequel on va faire le lien entre la loi de Faraday, vue en première année, et l'équation de Maxwell-Faraday. Allons-y, commençons. Donc on va voir un petit peu pourquoi je qualifie la RQS de magnétique. J'en dirai un mot, mais il existe deux RQS en électromagnétisme. Celle que vous connaissez qui va nous intéresser ici, c'est la RQS magnétique. Bon, mais commençons déjà par la définition de l'ARQS. Alors, en première année, quand est-ce que vous avez vu la RQS? Eh bien, simplement, vous avez vu qu'en régime stationnaire, en régime indépendant du temps, hein, donc en régime continu, on dit en élec, vous avez vu que la loi des nœuds était vérifiée, mais si on ne pouvait l'utiliser que en régime stationnaire, on serait un petit peu limité, et on ne pourrait pas, par exemple, étudier les régimes variables comme les régimes transitoires ou les régimes sinusoïdaux forcés. Donc il est intéressant de pouvoir utiliser la loi des nœuds aussi en régime variable, et c'est le cas lorsque ces régimes sont suffisamment lentement variables. D'accord? Donc être lentement variable ou être quasi stationnaire, c'est synonyme. Donc quels critères il faut se donner pour savoir si on est pour savoir si le régime variable est lentement variable. Alors je vais vers le fichier manuscrit. Je vais commencer par un exemple de mécanique, c'est plus visuel, d'accord, parce que les RQS, c'est pas quelque chose qui existe uniquement en électromagnétisme, ça existe en mécanique du solide, enfin des solides déformables, ça existe en mécanique des fluides, euh, voilà, ça existe aussi en diffusion thermique, voilà, mais bon. Donc je vais commencer par un exemple de mécanique qui est le plus visuel, et par une vidéo, je vous ai mis le lien ici. Alors je vais basculer vers la vidéo, allons-y. Voilà, donc on voit une dame qui tient un ressort par son extrémité haute. Et voyons ce qui se passe quand elle lâche. Voilà. Alors, ce qu'on remarque, c'est que euh, l'extrémité basse du ressort ne se met pas en mouvement tant que, tant que l'onde qu'on voit se propager le long du ressort ne l'atteint pas. D'accord? Enfin, c'est seulement une fois que l'onde atteint l'extrémité basse que celle-ci se met en mouvement. D'accord? On voit vraiment qu'il faut que l'information, c'est-à-dire que l'extrémité basse, elle ne sait pas tout de suite que l'extrémité haute a subi une modification. D'accord? Cette information, c'est bien l'onde qui se propage le long du ressort, c'est bien l'onde qui l'apporte à l'extrémité basse. On revoit un petit peu cette vidéo. Voilà. Alors, décryptons un petit peu tout cela. Je reviens au fichier manuscrit. Euh, donc il y a vraiment cette histoire de propagation de l'information. On est dans un milieu déformable, le ressort est un milieu déformable, il y a une modification en un point du milieu, et cette modification, elle se propage avec l'onde, c'est vraiment le rôle de l'onde finalement, et seuls les points du ressort qui ont été atteints par l'onde, finalement, savent qu'il y a eu une modification. C'est une façon un petit peu de parler. Alors, regardons ce qui se passe quand on fait la même chose, mais avec un stylo. Imaginez que la dame ici tienne un stylo par son extrémité haute et le laisse pendre comme ça verticalement. Et imaginons qu'elle lâche le stylo. D'accord? Eh bien, qu'est-ce qu'on va voir? Vous le savez, on va avoir la chute d'un solide. C'est typiquement des mouvements que vous avez déjà étudiés. On voit que tous les points du stylo semblent tomber tous en même temps. D'accord? Alors qu'en fait, dans le cas du stylo, il se passe exactement la même chose que dans le cas du ressort. Sauf que les ordres de grandeur ne sont pas les mêmes et qu'on ne perçoit pas la propagation de l'onde le long du stylo. Alors, pour quelle raison? Tout simplement parce que le matériau qui constitue le stylo, du plastique par exemple, est trop raide. D'accord? C'est vraiment ça la différence. Le stylo est un milieu beaucoup plus raide que le ressort qu'on a vu dans la vidéo. Et cela a deux conséquences. Déjà que lorsqu'on le tient par l'extrémité haute, euh, on ne perçoit pas une élongation du stylo. D'accord? Et,
et aussi l'onde de compression qui se propage le long du stylo est trop rapide pour être perçue. Alors non seulement déjà on ne voit pas de déformation, donc on ne risque pas de voir l'onde même si elle allait lentement, mais en plus elle se déplace très rapidement. Dans un solide, typiquement, c'est dans ce qu'on appelle usuellement le solide, c'est à peu près 5000 mètres par seconde. Donc j'ai fait le calcul, si on prend un stylo qui fait 10 cm de longueur, ça fait l'onde, elle met à peu près 20 microsecondes pour se propager d'une extrémité à l'autre du stylo. D'accord? Ça c'est beaucoup plus court que la durée de propagation de l'onde dans le cas du ressort, parce que voilà, le ressort est beaucoup plus mou que ne l'est le stylo. Eh bien, dans le cas du stylo, on peut dire qu'on est dans le cadre de l'ARQS. D'accord? C'est-à-dire que l'onde se propage finalement suffisamment rapidement pour que euh, tous les points du stylo sont au courant en même temps qu'il y a eu une modification en un point du stylo. Si vous tapez dans un stylo, tous les points du stylo sont au courant en même temps que vous avez choqué une partie de stylo et tout le stylo va réagir d'un seul bloc. D'accord? Alors que le ressort ne ferait pas de même. Euh, donc, cette idée que le milieu, quand il y a une modification en un point du milieu, tout le milieu est au courant euh, instantanément, en tout cas c'est ce qu'on semble percevoir, c'est vraiment ça la manifestation de la RQS. Donc à chaque fois qu'on peut négliger la durée de propagation de l'onde d'un bout à l'autre du milieu devant la durée caractéristique du phénomène qu'on observe, donc ici c'est la durée caractéristique de la chute libre du stylo, disons sur une distance qui est égale à sa longueur, hein, disons voilà, la durée que met le stylo pour chuter de 10 cm, c'est clairement bien plus grand que 20 microsecondes, et donc on peut tout à fait négliger la durée de propagation de l'onde d'un bout à l'autre du stylo. Euh, voilà donc pour le cas d'une RQS mécanique. Venons-en maintenant au cas de l'électromagnétisme. Donc je vais me placer dans le cas de l'étude des circuits électriques pour faire le lien avec la première année et puis parce que c'est une situation que vous connaissez, qui est concrète, que vous avez déjà expérimenté en travaux pratiques. Donc imaginez que vous ayez comme ça un GBF par exemple en régime sinusoïdal forcé qui alimente un filtre, voilà un circuit qui fait de l'ordre du mètre sur votre paillasse, et imaginez que vous éteignez le GBF, vous appuyez sur l'interrupteur off comme ça, et bien être dans la RQS ça veut dire que tous les points du circuit sont au courant en même temps que l'interrupteur du GBF a été actionné. D'accord. Si le circuit faisait 2 km de long, quand vous éteignez le GBF, à l'autre bout du circuit, le circuit ne sait pas encore que l'interrupteur a été abaissé. D'accord? Voilà. Donc, dans ce cas-là, être dans la RQS en TP, simplement, il faut que la durée de propagation de l'onde électromagnétique d'un bout à l'autre du circuit soit très petite devant la durée caractéristique du régime variable étudié dans le circuit. Bon, un cas simple, c'est le régime sinusoïdal forcé. Imaginons que vous travaillez voilà, avec une certaine fréquence de signaux sinusoïdaux qui alimentent le filtre. Eh bien, la durée caractéristique de ce régime sinusoïdal, c'est évidemment la période du régime sinusoïdal. Ok? Voilà, donc voilà le critère à vérifier, enfin voilà, à regarder pour vérifier si l'on est dans la RQS ou pas. Euh, regardez ici, alors, attendez, je réfléchis. Est-ce qu'on va faire ça comme ça? Non, je vais plutôt regarder ça. Alors, là, on a une condition en secondes, et on a exactement la même condition, c'est vraiment exactement la même condition, mais en mètres. C'est juste une traduction en mètres, dans le cas où le régime est sinusoïdal. Et donc, l'onde qui se propage est une onde progressive sinusoïdale, donc on peut définir une longueur d'onde dans ce cas-là. Là, en mètres, je me suis vraiment placé que dans le cas du régime sinusoïdal. Ce critère-là, en secondes, pourrait être plus général. Mais bon, à notre niveau, on va vraiment bosser essentiellement en régime sinusoïdal. Et donc, en mètres, il suffit de prendre cette condition en secondes, de multiplier par petit c la vitesse de propagation de l'onde électromagnétique dans le circuit. Bon, en réalité, ça peut être une fraction de c, mais peut-être 2 tiers, voilà, mais c'est à peu près toujours le même ordre de grandeur, c'est bien 300 000 km par seconde, quasiment comme dans le vide. Et donc, c fois la période, eh bien, ça donne la longueur d'onde, et c fois taux propague, c'est la longueur du circuit. Bah oui, parce que justement, la durée de propagation, c'est la longueur du circuit divisée par la vitesse de l'onde. D'accord? Bon, si on prend un circuit de l'ordre du mètre, voilà,
il faut une longueur d'onde qui soit très grande devant 1 mètre. Bon, une longueur d'onde, C sur F, d'accord? Donc F, c'est C sur lambda. Ça fait 3 × 10 puissance 8 mètres par seconde divisé par, bah, j'ai dit qu'il fallait être très grand devant 1 mètre. Euh, donc prenons le cas limite, prenons ceci. Et donc on trouve ici 300 MHz. D'accord? Et donc il faut une fréquence, ça c'est la fréquence limite, hein, si vous voulez. Il faut une fréquence qui soit très petite devant 300 MHz, typiquement en TP, pour pouvoir dire qu'on est dans le cadre de la RQS. Bon, bah, vous savez qu'avec les GBF usuels, on travaille pas au-delà du mégahertz, donc on est largement dans le cadre de la RQS quand on travaille en travaux pratiques. Ok, bon là j'ai pris le cas de circuits électriques, mais toute situation où on a des champs électromagnétiques et qu'on travaille avec ça, ben, on peut adapter cela pas uniquement à l'étude des circuits, mais même si on a des champs électromagnétiques autre part que dans les circuits. Ce critère des RQS reste valable. Ok, donc j'insiste, hein, un critère en seconde et un critère en mètre. Alors ce critère en mètre, c'est seulement quand on est en régime sinusoïdal forcé. Allez, on continue. Donc je reviens au PDF. Alors, j'ai défini la RQS et donné un critère pour savoir si on se trouvait dans la RQS. Et voyons quelle est la conséquence de la RQS au niveau des équations de Maxwell. Pour vous, l'année passée en PCSI, vous aviez juste dit que la loi des nœuds était vérifiée, point. On va aller, nous, un peu plus en profondeur. On va revenir aux fondamentaux de la théorie de l'électromagnétisme et donc aux équations de Maxwell. Et on va voir que dans le cadre de ce qu'on appelle la RQS magnétique, eh bien, il y a une équation de Maxwell qui est modifiée, c'est Maxwell-Ampère. Hein. Euh, et Maxwell-Ampère, finalement, est la même qu'en statique, la même qu'en magnétostatique, c'est-à-dire qu'on peut négliger le courant de déplacement. Alors, je reviens au fichier manuscrit. Voilà, vous vous rappelez sans doute des équations de Maxwell. Ça, c'est indispensable de s'en rappeler. Et vous savez que voilà, Maxwell-Ampère en général c'est cette formule, et à droite ici on a deux termes, et dont celui-ci qui s'appelle le courant de déplacement. Bon, c'est un nom un peu barbare à notre niveau, hein. Euh, et simplement bon, on sait que c'est homogène à du J, donc c'est en ampères par mètre carré. Eh bien on va montrer que ce terme-là, dans le cas de la RQS magnétique, il est négligeable devant les autres. Alors, je vais faire donc cette démonstration-là. Deux remarques avant de commencer le calcul. Une première, c'est quelque chose qu'on verra bientôt en physique des ondes électromagnétiques. Eh bien, mu0 fois epsilon 0, c'est 1 sur c carré avec c, la vitesse de la lumière dans le vide. Voilà, alors ça, on l'admet pour l'instant, mais c'est quelque chose qui apparaîtra tout à fait naturellement quand on établira l'équation d'onde dans le vide. Voilà, donc la perméabilité magnétique du vide fois sa permittivité diélectrique, ça donne cette constante fondamentale de la physique. Ben, l'inverse au carré, quoi. Une autre remarque, et ça c'est un préliminaire important, j'ai dit que je qualifiais ici la RQS de magnétique, en vous disant qu'il en existait une autre qu'on appelait la RQS électrique. Alors pourquoi est-ce qu'on qualifie la RQS là, que je vais utiliser là pour ce calcul, pourquoi est-ce qu'on la qualifie de magnétique? Ben, simplement parce qu'on se place dans la situation où les champs électriques présents dans le dispositif étudié sont créés essentiellement par des variations temporelles de champs magnétiques et non pas par des charges électriques. D'accord? Je vous avais dit déjà que les équations de Maxwell montraient qu'il y a deux sources possibles du champ électrique, la charge électrique bien sûr, et puis aussi des variations temporelles de champ magnétique. Et ben là on se place dans la situation où le champ E total, hein, qu'on trouve en tout point du dispositif étudié, eh bien il est dû très majoritairement à une variation du champ magnétique par rapport au temps et surtout pas à des charges. C'est pour ça qu'on appelle ça la RQS magnétique, le champ électrique, il est créé par des variations de champ magnétique. Ça évidemment, on va se retrouver facilement dans cette situation, dans l'induction, hein, où on a comme ça des champs magnétiques qui sont variables, en tout cas dans le temps, en tout cas dans le référentiel où le circuit est fixe. Ok? Voilà, donc là, typiquement,
Quelle situation ne peut-on pas étudier dans le cadre de la RQS magnétique? Bah, c'est par exemple l'espace interarmature d'un condensateur. Imaginez que on fasse varier la tension en bande du condensateur avec le temps, d'accord, une tension sinusoïdale. Bah, les charges portées par les armatures vont comme ça osciller dans le temps, et le champ électrique interarmature aussi va osciller, mais il est clairement dû essentiellement aux charges des armatures, d'accord? Et donc on ne peut pas dire que le champ électrique est créé essentiellement par le champ magnétique. Donc là, ça ne marcherait pas, on pourrait pas étudier ce dispositif dans le cadre de la RQS magnétique, mais d'ailleurs plutôt dans le cadre de la RQS électrique, mais qui n'est pas notre programme. Ok, donc pour montrer que le courant de déplacement est négligeable dans l'équation de Maxwell-Ampère, on va faire un raisonnement comme on avait fait en mécanique des fluides ou en diffusion thermique. C'est un raisonnement que l'on qualifie de, vous savez, par ordre de grandeur ou par analyse dimensionnelle. C'est-à-dire que on se donne une durée caractéristique du phénomène étudié, qu'on va noter grand T, une distance caractéristique sur laquelle on étudie le phénomène, donc ce que j'appelle grand L, ça pourrait être la longueur du circuit par exemple, et T ça pourrait être la période du régime sinusoïdal forcé dans lequel on se place. Grand E et grand B ici, ce sont les ordres de grandeur des normes des champs E et B, et puis éventuellement la norme du champ J du courant surfacique, hein, du débit surfacique de charge. Bon, on ne va pas en avoir besoin, mais on pourrait se le donner. Allons-y, donc je veux montrer que ce terme est très petit devant un des deux autres, je vais montrer qu'il est très petit devant rod de B, donc je prends le rapport des normes ici, et puis je fais un raisonnement par ordre de grandeur. Donc déjà, mu0 epsilon 0, c'est 1 sur c carré, et puis vous vous rappelez dans ces raisonnements, une dérivée temporelle, on va remplacer ça par un 1 sur grand T, où T est la durée caractéristique. Pareil, ρ est une dérivée première par rapport à la position, donc on va remplacer ça par B sur L, conformément aux unités. C'est pour ça qu'on appelle ça aussi un raisonnement par analyse dimensionnelle. Voilà, on trouve ceci. Donc ça, c'est Maxwell-Ampère. Je vais aussi invoquer, bien évidemment, Maxwell-Faraday, puisque j'ai dit que dans les RQS magnétiques, c'est vraiment E est dû à une variation temporelle du champ magnétique. Donc Maxwell-Faraday donne ceci. Alors là, il n'y a pas le moins parce que c'est les normes qui m'intéressent. Donc j'exprime E en fonction de B, puis je réinjecte ici, et ça me donne ceci. Et je reconnais que L sur C, c'est justement ce que j'ai appelé jusqu'à présent taux propague, la durée de propagation de l'onde électromagnétique d'un bout à l'autre du circuit. Oui, L, c'est la longueur du circuit, C, c'est la vitesse de propagation. Forcément, le rapport, c'est la durée de propagation. Et donc, ce rapport ici, entre ces deux termes, eh bien finalement, c'est taux propague sur grand T au carré. Et dans la RQS, justement, on avait dit que le critère, c'était que ce terme-là était très petit devant 1. En plus, là, il est au carré. Donc, clairement, le terme de courant de déplacement ici est négligeable devant ρ de B dans l'équation de Maxwell-Ampère. Ok, voilà, ça c'était la démonstration. Donc ça, il faut savoir refaire ça sans énoncer. Donc évidemment, vous regardez la vidéo très bien, et puis voilà, le lendemain, quand vous retravaillez votre cours, vous prenez une feuille de brouillon, vous lisez le poly PDF où justement je vous marque ici qu'il faut faire cette démonstration et vous la faites sans indication. Ok, bon, voyons quelles sont les conséquences de cette modification de l'équation de Maxwell-Ampère. Eh bien, évidemment, Maxwell-Ampère, vous remarquez qu'elle est, comme je l'ai dit, comme en statique, comme en magnétostatique. Et donc, vous savez que ça, c'est la version locale du théorème d'Ampère. Et donc, forcément, dans le cas de la RQS, le théorème d'Ampère est toujours valable. Donc si on a une distribution de courant qui crée un champ magnétique et qu'on veut utiliser le théorème d'Ampère pour calculer le champ magnétique créé, eh bien avant on s'était restreint au courant stationnaire, au régime continu. Là on pourra étudier ça en régime variable quand le courant dépend du temps, si on est bien dans la RQS. Il faudra bien vérifier ça. Et puis la deuxième conséquence, c'est celle que vous aviez déjà vue en première année, c'est la loi des nœuds. D'accord? La loi des nœuds est valide. Alors comment on fait? Ça c'est assez simple. Vous partez de Maxwell-Ampère ici, vous prenez la divergence de l'équation, div de Roth ça fait toujours 0, div est linéaire, et donc ici vous obtenez mu0 div de j. Donc div de j égale 0, et ça on avait déjà vu, c'est l'écriture locale de la loi des nœuds. Ok. Bon, pour conclure sur cette partie, on peut toujours se poser la question, oui, mais est-ce qu'il est facile de se placer dans la RQS magnétique? Bon,
déjà vu l'application numérique que j'ai fait pour les circuits en travaux pratiques, oui, on dirait hein, être inférieur à 300 MHz, c'est pas très difficile en TP. Et de manière générale, effectivement, les RQS est une condition facile à remplir pour fabriquer des dispositifs, pour l'ingénieur par exemple, hein. Si vous imaginez le dispositif, le transformateur. Vous savez qu'un transformateur, c'est un appareil qui transforme une tension sinusoïdale en une autre tension sinusoïdale de même fréquence, mais au passage, on a modifié l'amplitude de la tension. Donc ça, c'est évidemment un dispositif extrêmement important pour acheminer le courant, enfin, la puissance électrique, depuis les centrales jusqu'aux installations, les entreprises, l'industrie et puis les particuliers. Donc le transformateur, c'est vraiment un dispositif indispensable. Eh bien, on peut l'étudier dans le cadre de l'ERQS sans problème. Euh, un moteur électrique aussi, hein, de voiture par exemple, ou une génératrice électrique dans une centrale électrique qui produit du courant, eh bien, on peut étudier ce dispositif dans le cadre de l'ERQS, il n'y a pas de problème. Ok. En gros, à chaque fois que vous pouvez ne pas parler d'ondes électromagnétiques, on peut dire qu'on est dans la RQS. Bon, ce n'est pas un critère très fort, mais ça peut vous donner une idée dans un dispositif que vous rencontrez comme ça. Si on n'a pas besoin de penser aux ondes électromagnétiques, bah, il y a de grandes chances que ce dispositif puisse s'étudier dans le cadre de la RQS. Voilà. Bon, pour la suite, ça fera l'objet d'une vidéo à venir.